Bien, bonjour à tout le monde. Merci d'être parmi nous. On est ravis que nous avons été de nouveau invités au Collège des gynécos français pour cet après-midi. Pendant longtemps, Gynécologie sans frontières animait souvent le dernier après-midi la gynéco du monde et on vient de reprendre donc le relais. Et on va vous présenter 2 sessions cet après-midi. Alors, il y a eu des petits changements dans les modérateurs, ce n'est pas très grave, car le plus important, c'est les orateurs qui sont là. La plupart des orateurs sont des membres actifs de Gynécologie sans frontières, et on a le grand plaisir donc de vous accueillir. La première session est sur le thème des femmes en détresse exilées en France. Comment on les prend en soin en 2022. Richard Bédoc, qui est gynécologue à Paris, modérera, ainsi que moi-même, je suis Serge Boyer, je suis gynéco du Midi. Donc 4 sujets vont être abordés et on va démarrer tout de suite donc avec la première intervention faite par Richard Bédoc sur prendre soin d'une femme migrante, le bénéfice de la découverte de l'interculturalité en maternité. Vous verrez que c'est un sujet tout à fait passionnant. Bonjour. Alors, merci beaucoup d'être ici pour cette session. On va démarrer avec une session consacrée, un topo consacré à l'interculturalité à l'hôpital. Et je vais essayer de vous exposer à quel point cette démarche, elle me semble aussi intéressante que nécessaire. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le concept de transculturalité et santé ? Eh bien, c'est considérer que l'impact de la langue et de la culture dans la représentation de la maladie, c'est ça qui va permettre ou pas la réalisation du projet de soins. Et on sait différentes choses. La transparence psychique de la grossesse, on la connaît, c'est le fait que quand une femme est enceinte, elle va être plus perméable à toutes les démarches de soins, notamment en santé mentale. Et bien pour la dynamique de la culturalité, c'est la même chose. Et que ces femmes qui ont un contexte de venue, de migration, qui les expose à des éléments douloureux, eh bien, le temps de la grossesse, contrairement à certaines idées reçues qui disent « mince, en plus de ça, elle est enceinte », eh bien non, la grossesse, ça va être un temps pendant lequel on va pouvoir vraiment mettre en place des structures d'accompagnement, d'étayage pour la suite. Et c'est à nous, soignants, justement, de profiter, entre guillemets, de cette séquence-là pour s'occuper de ces femmes-là. Et un mot concernant, toujours dans la définition de la transculturalité, la culture, pour nous tous, donc notre culture de Caucasiens, les cultures de toutes les femmes qui viennent, c'est un processus qui est dynamique et c'est un processus qui va changer pendant toute la vie. Donc quand on utilise le terme de dire oui, la culture de cette personne qui vient du Bangladesh par exemple, eh bien en fait, il faut bien avoir à l'esprit que c'est une culture qu'on va découvrir, mais qui va évoluer elle-même, elle va être mouvante. Les gens ne restent pas, nous ne restons pas figés dans nos connaissances, nos compétences, notre culture. Et c'est en étant pénétré de cette certitude-là qu'on peut se dire que bien sûr que les cultures elles vont se rencontrer, elles vont se mêler, elles vont s'enrichir, il va y avoir une vraie communication qui peut se mettre en place. Et que quand dans la démarche du soin, on voit qu'on est dans une situation de blocage et que ce blocage de soins, exemple, on va devoir faire une césarienne à cette dame qui n'entend absolument pas accoucher autrement que par les voies naturelles, et bien quand on se dit que le frein au projet thérapeutique, ça peut être un frein culturel, et bien plutôt que de considérer cette attitude-là comme un veto, un refus, il faut plutôt se dire il y a quelque chose à débriefer, à remettre au clair, de façon à avancer. Et que la médiation transculturelle, dans son sens large, c'est ça qui va nous permettre d'aller au-delà de ces stéréotypes et d'avancer. Alors un petit mot pour rappeler que la population migrante elle est importante et qu'on a 7 millions d'immigrés en France et que cette
population immigrée, elle est soit de nationalité française parce qu'on a acquis la naturalisation, l'INSEE en quantifie 2,5 millions, et 4,5 millions qui sont pas de nationalité française. Et au-delà de ces chiffres quantitatifs, je vous ai mis une petite dia qui rappelle les nationalités, la répartition, le top 3 des nationalités des premières demandes d'asile. Et vous allez voir à quel point elles sont hétérogènes. Vous voyez, c'est les 4 dernières années. Le trio, c'était l'Albanie, l'Afghanistan, Haïti, puis la Guinée, puis la Géorgie, puis la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que je vous exprime ici? Eh bien, c'est que, en fonction des années, il n'y a pas des modes migratoires, mais il y a des situations géographiques locales qui font que les vagues migratoires, elles vont évoluer. Et que quand nous, en réaction, nous, soignants de terrain, on s'organise pour pouvoir accueillir tantôt cette population albanaise, eh bien, l'année suivante, ça va être une autre population qu'on va recevoir. Donc il y a une plasticité à avoir pour justement accueillir correctement ces populations. Et l'autre élément que je voulais noter, c'est que parmi toutes ces populations étrangères, eh bien, on va avoir des populations francophones, des populations anglophones, des musulmans, des hindous, des personnes dont l'alphabet est le même que le nôtre, des personnes dont l'alphabet n'est pas du tout le nôtre. Et ça, c'est important parce que ça va renvoyer à conceptualiser un petit peu toutes ces difficultés qui vont faire que la démarche de soins, elle va être particulièrement difficile pour ne serait-ce que comprendre un trajet, par exemple, pour aller en consultation. Ça peut être un truc de dingue. Imaginez-vous dans le métro moscovite avec l'alphabet cyrillique qui vous donne une direction. C'est comme si, j'allais dire que c'était comme si c'était du chinois. On ne comprend pas. Et du coup, arriver à l'heure au rendez-vous prévu, ça va être une vraie difficulté. Donc c'est là encore à notre place de soignant de nous adapter et de se dire merde, disons, j'ai déjà 1 heure de retard, celle-là elle est même pas là, elle en a rien à foutre du soin. Non, il y a une explication qui peut expliquer ce retard. Donc il faut être bienveillant là-dessus. Et c'est d'autant plus important de connaître ces femmes-là qu'on sait qu'on les soigne pas bien. Le dernier rapport du Comité national d'études pour la mortalité maternelle nous dit que le risque relatif d'être migrante dans la mortalité maternelle, c'est 2 fois 2,8. Donc on a un véritable problème médical là-dessus. Et les données épidémiologiques, elles nous disent que plus de 20% des femmes sont issues de femmes nées à l'étranger. 10% des naissances en France, les 2 parents sont nés à l'étranger. Et les études, là encore, au-delà de la mortalité maternelle, elles nous montrent bien que les violences obstétricales, tant physiques que psychiques, elles sont aussi, j'allais dire surtout, liées à l'incompréhension du projet de soins. On ne se comprend pas, on ne peut pas soigner correctement. Le soin pour les soigner est vécu parfois comme un diktat, et le soignant aussi n'est pas bien. Et on a tous été mal à l'aise, parce qu'on savait que, j'allais dire, on faisait de la merde. On fait un soin qui n'est pas compris, qui est vécu comme un soin subi, et on n'est pas fier de faire ça. Et que c'est du coup une espèce de relation de double violence, et pour le soigné et pour le soignant, qui explique toutes les réticences, toutes les difficultés qu'on a à soigner de façon correcte ces populations migrantes. C'est pour ça que j'écris qu'il est important de réfléchir et de mettre en place enfin une organisation structurée d'accueil des migrantes qui accouchent en France. Un dernier point pour enfoncer le clou, c'est Elie Azria, qui est patron de la maternité de Saint-Joseph, qui dirige une étude qui essaye d'expliquer pourquoi ces populations migrantes reçoivent des soins qu'on pourrait qualifier de suboptimaux. Eh bien, une des raisons, c'est qu'au-delà c'est qu'au-delà de ces erreurs, ces fautes individuelles, on a mal soigné comme ça, nous en direct, eh bien peut-être qu'il y a une composante systémique qui explique que de façon systémique, on accueille, on gère moins bien ces populations migrantes. Et il y a une grosse étude qui est en train d'être faite, avec 3 volets, un volet épidémio. Donc là, celui-là, il est réglé. Vous avez vu, avec l'étude de la mortalité maternelle, on voit que les migrantes, elles ont plus de complications maternelles graves. Et des volets sociologiques et quantitatifs avec des interrogatoires, des enregistrements vidéo de consultation, de consultes d'ANES, toute consultation ou de sage-femme, avec le comportement qu'ont les soignants vis-à-vis de ces migrantes, pour essayer de trouver des pistes, pour essayer de se dire peut-être que le cadre systémique dans lequel on travaille a lui aussi
une dimension de violence. Et au-delà de ce constat, c'est de mettre en place les bons outils qui nous permettront de mieux accueillir, mieux gérer ces femmes migrantes. Alors voilà l'exemple qu'on a mis en place. Donc moi je suis obstétricien à la maternité des Diaconesses à Paris et administrateur de GSF. Et en 2016, donc le CHU d'Ivry, donc c'est pas le centre hospitalier universitaire, mais c'est le centre d'hébergement d'urgence pour migrants d'Ivry-sur-Seine qui a ouvert. On a participé à la conception de ce centre. Et dans ce centre, au-delà de l'hébergement de ces personnes qui étaient en exil et en demande d'asile, eh bien, on a ouvert un centre de santé dans lequel on a démarré des consultations GSF. Vous voyez les petites photos qu'on voit là, c'est le cabinet de consultation. On faisait 2 consultations par semaine. Et en accompagnant ces migrantes qui étaient hébergées à Ivry, eh bien, certaines étaient enceintes. Du coup, avec la PMI de Paris et avec l'assistance publique, on a mis en place un lien, une connexion pour que ces femmes qui étaient hébergées à Ivry viennent accoucher dans les maternités de l'AP-HP. Et j'en ai profité, au Diaconesse, c'est un établissement sanitaire privé d'intérêt collectif, un ESPIC, pour justement rajouter une filière pour qu'elles puissent, ces femmes-là, accoucher dans notre service. Et ce qu'on a mis en place au Diaconesse, c'était un projet original que j'ai baptisé « Naître ailleurs » et qui était financé par Sanofi pour essayer de mettre le cadre qui nous permette d'accueillir ces femmes migrantes d'une façon différente, d'une façon pensée, structurée, plus bienveillante. Avec 3 points majeurs qui étaient à mettre en place. Le premier, le plus important, ce sont les ressources de traduction. Pour soigner correctement, il faut qu'on se comprenne. Et on se comprend avec un traducteur, dont c'est le métier, qui fait ça professionnellement. Le deuxième point, c'est tout un volant de sensibilisation des équipes soignantes à la transculturalité pour expliquer un petit peu, expliquer les représentations, essayer justement de lutter contre ces petits biais systémiques qui étaient évoqués dans l'étude de BIP que je vous évoquais. Et le troisième point, c'était l'accessibilité aux soins. Et on sait bien ça en médecine humanitaire, qu'on peut faire la meilleure structure sanitaire possible. Si les gens ne peuvent pas y accéder, c'est comme s'il n'y avait rien du tout. Eh bien, en France, c'est la même chose. Il va falloir se préoccuper de l'acheminement, du trajet, du financement du trajet, de comment y aller, etc. Alors, les ressources de traduction, je vous ai dit, c'est une nécessité qui est systématique. Ce que j'entends par professionnel, c'est que très souvent, dans nos hôpitaux, on a un annuaire avec des soignants. On se dit, mais dis donc, lui là, Yuri, il parle russe là? Oui, ah bah tiens, justement, j'ai une russe, il est là ou pas? Ah bah, il va peut-être vouloir venir faire le traducteur, ou alors ça sur toutes les langues. En fait, c'est sympa cette démarche-là, d'avoir des annuaires internes, mais en fait, c'est pas opérationnel du tout, parce que il faut que le jour J, au moment où la consulte a lieu, il y a un traducteur qui soit présent de façon certaine. Et puis, ce n'est pas un traducteur, comme pour nous, sur des traductions anglophones, qui soit un peu, on comprend l'idée globale, mais imaginez, si ça vous est pas déjà arrivé, d'aller à Londres et expliquer que vous avez un petit érythème de la fesse gauche qui vous brûle un petit peu, etc. Et toute cette finesse sémantique avec laquelle on peut décrire des symptômes, quand on parle pas bien la langue, ça disparaît. Donc c'est important d'avoir une traduction systématique et professionnelle. Et l'intérêt d'utiliser des traducteurs, par exemple, j'ai nommé la ISM, Interservice Migrants, eh bien c'est qu'en plus d'avoir cette fonction de traduction, les gens qui y travaillent, ils vont avoir aussi une fonction de médiateur, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir nous dire, en plus, voilà ce qu'elle vous dit, voilà ce que ça signifie dans sa culture à elle. Évidemment, tout ceci coûte des sous, donc nous, on était financés par la Fondation Sanofi, je vous l'ai dit, mais ça veut dire que dans les hôpitaux, quand on met en place cette démarche de sollicitation systématique d'un traducteur, eh bien, il va falloir le financer, et que ça, c'est un élément nécessaire. La dynamique institutionnelle de formation, on l'a faite dans le service, en formant à la transculturalité sur plusieurs journées, tout un pool de personnes. Ce ne sont pas que les soignants. On a mis les secrétaires, les psychologues, l'assistante sociale, l'hôtesse d'accueil, les cadres, le chef de service, les pédiatres, sages-femmes, anesthésistes, obstétriciens. Pour essayer d'avoir une espèce de vraie dynamique, on était entouré par le centre Babel, qui est le centre de médiation transculturelle.
et la maison de Solène à Paris. Et il y a une étude de l'INSERM qui a été menée, dont on va avoir les résultats, qui nous a évalués, nous, pour essayer de voir un peu comment on changeait nos représentations vis-à-vis des étrangers dans le cadre de cette formation-là. Le troisième point, c'est ce que je vous expliquais sur l'acheminement aux soins. Et évidemment que quand le rendez-vous n'est pas honoré, vous savez, maintenant on a des logiciels où on dit rendez-vous non honoré, bloqué, ce truc-là. Non, ça n'a absolument pas de sens. Il faut avoir de la bienveillance et de la compréhension. Ce sont des personnes qui très souvent ne peuvent pas, c'est structurellement impossible d'arriver à l'heure. Alors la déclinaison pratique de ces soins, bien, c'est soit lors du temps de suivi de grossesse standard, soit lors des temps hospitaliers. Alors l'entretien prénatal précoce. On sait que c'est une recommandation systématique et vous savez bien qu'en gros, on n'a pas un quart des femmes enceintes qui ont cet entretien prénatal précoce. Donc, je ne sais pas comment vous faites dans vos maternités, mais nous, on essaye de se dire « Ah, cette femme-là, elle a vraiment un bon intérêt à avoir cet entretien prénatal précoce ». Il me semble que ces femmes migrantes sont une excellente patientèle pour faire justement cet entretien prénatal précoce. Et évidemment que cet entretien qui dépiste les vulnérabilités médico-psychosociales, elle va se faire avec un traducteur. Lors du suivi de grossesse, pareil, il va falloir qu'un traducteur soit présent lors des consultations. Donc c'est vraiment très simple, hein. Vous avez un numéro de téléphone à l'ISM, vous dites le code de votre hôpital, ploc, vous mettez un haut-parleur et vous parlez. Et vous faites votre consultation tranquille, sereine, avec des gens qui se comprennent. Alors sur la consultation, c'est simple. Sur l'échographie, par exemple, c'est bien plus difficile. Expliquer en live une échographie, je le fais, je l'ai fait plusieurs fois, c'est assez difficile. Dire que la visualisation de la vésicule biliaire, quand elle ne se fait pas, c'est un signe éventuel de mucoviscidose. Comme ça, dit en direct, comme ça, avec une patiente, ça prend un petit peu de temps. Donc évidemment qu'il n'y a pas de bonne solution par rapport à ça, mais on peut... tout ce qu'on peut faire pour mieux faire comprendre les examens qu'on fait est vertueux. On ne le fera pas parfaitement, mais c'est mieux que rien du tout. Lors du diagnostic anténatal, juste un petit mot là-dessus, c'est quelque chose de capital. Souvenez-vous, quand on propose le dépistage pour la trisomie 21, dont la proposition est aussi systématique, il faut informer pour avoir un consentement éclairé. Alors, informer sur la stratégie de dépistage pour la trisomie 21, c'est pas simple et ça prend du temps. On manque de documents. Et on est en train de travailler là-dessus pour essayer d'avoir des documents avec des pictogrammes, avec des documents traduits, mais le petit formulaire d'information à signer pour le dépistage de la trisomie, on l'attend en multilangue. Les cours de préparation à la naissance et à la parentalité, ça c'est vraiment à mon sens un temps parfait, simple, pour mettre en place justement cet accompagnement de la grossesse et préparer l'accouchement. Parce qu'il suffit de se faire une petite table, un petit tour de table, avec un traducteur et des femmes qui parlent la même langue. On fait des groupes pour ça, et on déroule l'une après l'autre. Avez-vous des enfants? Comment se sont passés vos accouchements? Comment s'appellent vos enfants? Très bien. La suivante, etc. Et quand elles ont mutualisé les expériences, déjà, il y a plein de choses qui se sont échangées, qui se sont dites entre elles. Et que par exemple, quand une femme va dire « Tiens, moi, on m'a parlé de la péridurale, j'ai peur d'être paralysée et de plus jamais marcher », et quand on sait qu'on avait demandé à la femme juste avant de nous raconter cet accouchement et qu'elle nous dit qu'elle a eu une césarienne, le plus souvent, elle va avoir été faite sous le corps-régional, et du coup, on va lui dire « Madame, vous êtes paralysée après votre péridurale ?» Non. Et du coup, les femmes vont se rendre compte, elles vont échanger, mutualiser leurs expériences, et ça va être quelque chose de très vertueux. Alors voici quelques photos des femmes qu'on a accueillies dans notre maternité. J'aime bien la photo de ce petit là, avec le trait de col qui était un petit peu trop marqué. Un mot sur le projet de naissance. Je pense que vous avez tous chez vous des projets de naissance qui fleurissent. Nous, au DIAC, on les accueille avec sérénité et bienveillance. On les discute et puis c'est toujours très bien. C'est toujours un prétexte à discussion. Et bien là aussi, pour ces populations migrantes, le projet de naissance, il va être particulièrement intéressant parce que ça va vraiment être une base, une source d'échange, de discussion qu'on va pouvoir avoir et qui vont être l'occasion justement de préparer l'accouchement, le post-accouchement, et ça va être une bonne amorce des suites de naissance pour justement
constater qu'on peut mobiliser des gens, on peut mobiliser un réseau social, on peut, le tissu social des gens qui sont à côté de ces familles, comment on peut bien s'articuler avec la PMI, comment on peut essayer de faire un aéropage de personnes qui vont accompagner ces femmes enceintes. Pareil, lors du séjour hospitalier, il faut se détendre sur la présence des enfants, le rythme des visites. Alors ça, c'est pas très Covid-friendly ce que je vous dis, mais c'est important. On s'adapte dans ces situations particulières. Ça vaut le coup, c'est nécessaire de faire plus pour justement transformer cette expérience d'accouchement, d'accès à la parentalité avec le plus de bienveillance possible. Et le réseau Ville-Hôpital, il va être tout à fait capital. Un petit mot sur la médiation transculturelle. La médiation transculturelle, c'est un dispositif qui va être de résoudre l'obstacle aux soins thérapeutiques, l'obstacle dur. Exemple, refus de diagnostic, une discussion de diagnostic anténatal. On met en place, on a dépisté une pathologie qui entre dans le champ des interruptions médicales de grossesse. Discussion autour de ça, c'est important de faire une discussion comprise, claire, étayée. Eh bien, la médiation transculturelle, c'est un dispositif qui nous permet, avec un thérapeute principal, d'organiser la discussion avec la famille, les patients et l'ensemble de l'équipe soignante, et qui va nous permettre de discuter, de désosser complètement le dossier et d'échanger d'une façon particulière qui va permettre de donner toute l'information aux familles, et les familles vont comprendre le souci médical, le projet médical, y répondre. Et dans ce contexte-là, on va co-construire un projet de soins et on va trouver des solutions. Et c'est quelque chose d'assez vertueux pour les situations qui sont complètement enlisées. Je peux vous donner des exemples. J'ai en tête le souvenir d'une jeune femme pour laquelle la médiation transculturelle, la raison était qu'elle ne voulait pas soigner sa fille séropositive. Elle ne voulait plus lui donner la ZT. Et c'était un blocage. Du coup, le service qui l'avait hospitalisé évoquait un signalement à l'ASE et un placement de cet enfant. Et c'est avec une médiation transculturelle qu'en fait, on a appris plein de choses, à savoir qu'elle doutait de la réalité, de la véracité de cette sérologie VIH+, qu'elle en doutait. On a discuté un petit peu, et accessoirement, le fin mot de l'histoire, c'était que le sirop était assez amer et que la petite Rose, elle n'aimait pas trop le bouffer, son sirop d'AZT. Du coup, on a changé de goût et histoire terminée. Mais voyez que comment l'alliance thérapeutique, elle peut s'expliquer par des choses qui vraiment méritent de s'attarder pour justement essayer de trouver le projet de soins qui convient le mieux. Un autre exemple de discussion dans le post-accouchement, l'arbre à pas l'arbre, qui va être une discussion à plusieurs dans le post-accouchement où on va mutualiser les expériences, on fait revenir après l'accouchement à la maternité dans des salles ces familles. Alors ça peut être aussi translangue, il suffira d'aménager un petit peu des traductions un peu particulières, et les échanges de ces femmes, de ces familles-là vont être des situations tout à fait intéressantes. J'accélère parce que je sens que je suis à la bourre, même si Serge ne me dit rien. Des situations exemplaires. Madame Naka, une japonaise qui a accouché dans notre maternité. Au Japon, on donne un morceau de cordon ombilical au nouveau-né et que c'est un porte-bonheur pour les enfants. Donc ne soyez pas étonnés à voir ces demandes-là de la part de familles qui vont demander ce petit morceau. Alors au Japon, ça se met dans des petites boîtes qu'on remet aux familles. Alors si vous avez jamais été confronté à ça, donner des morceaux de placenta, donner des produits sanguins, ça expose à des soucis un petit peu particuliers, notamment vis-à-vis du risque infectieux. Mais ça aussi, ça s'organise. On ne va pas donner le placenta complet avec les 200 ml de sang dedans. On peut donner un petit morceau de cordon symbolique qu'on met dans un petit pot. Je pense que le risque de transmission de maladies infectieuses dans ce contexte-là, il est quand même très faible et on accède à la demande de cette famille-là. Madame Dier, la mise au sein précoce, le colostrum, il y a pas mal de représentations chez les Africaines. Le colostrum, c'est un mauvais lait. Il ne faut pas le donner. Donc, ce n'est pas qu'elle ne veut pas allaiter au sein, c'est juste que le colostrum, elle ne va pas le donner et elle va allaiter un J2. Donc, ce n'est pas la peine de lui prendre la tête avec les bienfaits de l'allaitement maternel.
Un autre cas, tout ça c'est des cas de la maternité, d'une femme qui n'allait pas en réanimation néonatale. Et du coup, l'équipe de réa néonate se demandait, mais en fait, elle ne s'intéresse pas à son enfant. On a un vrai problème d'attachement. Et en fait, l'explication, c'est que cette femme, elle attendait qu'on lui dise « venez en réa pour voir votre enfant ». Donc il y avait en fait une politesse qui expliquait elle attendait qu'on lui dise de venir pour y aller. Madame Val qui était très chaudement habillée parce que chez certaines Asiatiques, il faut bien se couvrir, il ne faut pas que l'air, ils sortent, etc. Donc il y a des petits bouchons de coton dans les oreilles, des choses comme ça. Je vous parle du bébé secoué. Si vous avez assisté à des massages chez certaines Africaines, c'est des massages toniques. Et d'ailleurs, les petits Africains ont souvent des tonus qui sont costauds. Et bien, ça ne tombe pas du ciel. C'est aussi parce qu'ils sont massés d'une façon très tonique. Et que quand on voit ça pour la première fois, entre le massage tonique du bébé et l'enfant secoué, il y a certaines puéricultrices qui vont se poser des questions. Voilà. Et ça, c'était la petite photo qu'on avait faite dans nos maternités dédiées à Codès. Rejoignez-nous. Merci beaucoup.